Donc, dia suivante, page 33, principe fondateur de l'analyse de variance. Qu'est-ce que c'est que l'analyse de variance? C'est un autre texte. En tout cas, quand on l'a inventé, c'était un autre test. Après, on s'est rendu compte que c'était plus qu'un autre test. On s'est rendu compte qu'à partir du raisonnement, on pouvait faire plein de tests différents. Donc, avec l'analyse de variance, on va entrer dans un raisonnement créateur d'un test, mais qui va permettre de générer d'autres procédures de test. Premier point. Deuxième point. L'analyse de variance, dans sa version initiale, la seule dont je vais parler aujourd'hui, l'analyse de variance de base, si vous voulez, l'analyse de variance initiale que l'on appelle l'analyse de variance simple, et je vous jure que ça n'a rien de cynique, l'analyse de variance simple, c'est une procédure qui porte un nom un petit peu trompeur. Parce que comme elle s'appelle analyse de variance, on se dit que c'est quelque chose qui sert à comparer des variances. Eh bien non. L'analyse de variance, c'est une procédure qui sert à comparer des moyennes. Ah, oui. Donc c'est comme le T de student? Ben oui. Mais le T de student, vous avez compris que ça ne marche que si on a deux choses à comparer. L'analyse de variance simple part d'un projet qui est celui de faire en sorte de pouvoir comparer autant de groupes que l'on veut. Donc avec un T de student, vous allez être calé à deux moyennes à comparer. Avec une analyse de variance, vous pouvez en comparer 3, 4, 5, 6, 10, non pas une infinité, mais énormément. Donc, si vous voulez, fonctionnellement, l'analyse de variance est une généralisation du T de student. C'est quelque chose qui vous permet de faire ce que vous faites avec un T de student, mais de façon très 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 élargie. Cela étant dit, si l'analyse de variance s'appelle analyse de variance et pas analyse de moyenne, c'est quand même que son nom indique quelque chose. Son nom indique que pour poursuivre cet objectif de comparaison de moyenne, on va en fait se livrer à un raisonnement spéculatif sur la variance. Et c'est là que ça va être important que vous m'ayez bien suivi la fois passée. Parce que ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est jouer avec la variance. Et en jouant avec la variance, on va arriver à tirer des conclusions sur les moyennes. C'est ça l'idée. Donc, dans les 25 minutes à venir, j'essaie de vous faire passer cette idée-là, et on y revient la fois prochaine avec des choses plus concrètes. Je pense que dans les 24 minutes à venir, je ne vais pas utiliser de nombres. Et si j'utilise un peu de formules, ce sera très 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 léger. La fois prochaine, pour concrétiser, il y aura du nombre et de la formule. Alors, je suis à la dia 34, et comme on va être très peu matheux, on fait une espèce à nouveau d'expérience de pensée, et on se dit qu'on va mesurer la taille de quelques animaux qu'on a à disposition. J'appuie sur le bouton, et vous voyez à la dia 35 le genre d'animal auquel je vais m'intéresser. J'appuie sur le bouton et regardez, il y a déjà un listing qui sort de l'ordinateur parce qu'en fait il y a toute une équipe là derrière moi qui travaille et qui, entre la dia 34 et la dia 35, a réussi à capturer 410 souris et à les mesurer. Et on a vu que la plus petite des 410 souris mesure 3 cm et demi. La plus grande, 4 cm et demi, c'est des petites souris. L'ordinateur me dit que la moyenne de leur taille est 4 cm. Et l'ordinateur me dit que l'écart type que l'on a observé
vaut 0.209.21. Donc en gros, là comme ça, à vue de nez, c'est des souris plutôt petites et qui ont à peu près toutes le même calibre. Ça doit être des souris de laboratoire. Les souris de laboratoire, elles sont élevées de manière telle qu'elles soient toutes très semblables les unes aux autres. Voilà donc un premier exercice centré sur des souris. Mais je sais que c'est pas ça que vous attendez. Je sais que ce que vous attendez, c'est les éléphants, parce que j'ai bien compris la fois passée, en vous parlant d'éléphants, que vous aviez une dilection particulière pour eux. Et voilà, le temps de le dire, il y a toute une équipe là qui a capturé des éléphants, et en fait, ils ont réussi à capturer 830 éléphants. Ça prend un peu plus de place que 400 souris, mais c'est faisable. Le plus petit des éléphants mesurait 2,20 m au garrot et le plus grand 4,80 m. Leur moyenne de taille est de 3,50 m et on voit un écart-type de 56,8 cm, ce qui est assez peu. Donc ce sont des éléphants comme ça relativement bien calibrés. D'accord. Je suis à la dia 37, Mélanie, je n'ai pas dit, j'en ai sauté. Je reviens d'ailleurs en arrière, pardon. Je reviens en arrière et je suis revenu à la dia 35. Dia 35. De la dia 35, j'appuie sur le bouton et je vois à la dia 36 apparaître quelque chose que vous connaissez bien. C'est la distribution. Une distribution, vous avez l'habitude de ça, vous connaissez bien. Et là, en l'occurrence, c'est la distribution des tailles de mes souris. Et on voit donc la jolie distribution des tailles de mes souris, qui est bien centrée sur 4 cm, qui est la moyenne, on le savait. J'appuie sur le bouton et justement on me dit, en gros, les souris mesurent 4 cm. Et par ailleurs, on me dit aussi, toutes les souris se ressemblent, bien calibrées. Bon. Alors après, j'ai appuyé sur le bouton, à la 37, on a vu Dunbo qui disait les éléphants, et puis on a vu les données chiffrées. Et puis voilà, j'arrive à la dia 38, et comme avec les souris, je vois que en gros les éléphants mesurent 3,50 m, mais il n'y a que la moyenne qui est représentée. Oui, j'ai pas encore mis toute la distribution. Je n'osais pas vous le dire tout de suite, mais en fait, on va avoir une déconvenue. Maintenant, j'appuie sur le bouton, et Dunbo me dit: est-ce que tu es bien sûr que tous les éléphants mesurent 3,50 m? Je sens qu'il y a une allusion là qui est probablement anguille sous roche, ce que c'est éléphant sous roche. Je réappuie sur le bouton et la vérité me saute aux yeux. Voilà, il avait raison de me faire un petit clin d'œil, Dumbo. Voilà. On ne peut pas dire que tous les éléphants mesurent 3,50 m. Et regardez, horreur, aucun éléphant ne mesure 3,50 m. Nonobstant, la taille moyenne des éléphants est 3,50 m. Mais un individu éléphant qui mesure 3,50 m, il n'y en a pas. Pourquoi ça? Mais parce que ma distribution est une drôle de distribution. Vous vous souvenez, la fois passée, je vous ai parlé de la moyenne, de la médiane et du mode. Le mode, c'est la valeur culminante de la distribution. Avec les souris, il y a un mode, c'est clair, il n'y en a qu'un. Mais ici, avec les éléphants, il y a deux modes. En fait, ça veut dire qu'il y a deux endroits où on trouve une tendance dominante. Que voilà une drôle de distribution. J'appuie sur le bouton. Ça me dit, on observe une forte hétérogénéité. Les éléphants n'ont pas tous la même taille. Je réappuie, la variabilité est grande. Je réappuie. Pourquoi est-ce que la variabilité est grande? Cette question-là, je suis à peu près convaincu que la personne qui a inventé l'analyse de variance, elle se l'est posée comme ça. Devant une variance grande, une variabilité importante, se demandant, tiens, pourquoi est-ce que la variabilité est importante? Cette personne-là n'avait pas mon PowerPoint, évidemment, et donc n'a pas pu raisonner comme vous allez le faire. J'appuie sur le bouton, et voilà la vérité. Mais vous le saviez, je vous l'avais dit la fois passée, il y a deux sortes d'éléphants. Il y a les éléphants d'Asie, et il y a les éléphants d'Afrique. Et les éléphants d'Asie, ils sont plutôt petits, et les éléphants d'Afrique, ils sont plutôt grands.
Et donc, en fait, le staff là, qui a capturé les 830 éléphants, il n'a pas fait le détail, vous comprenez bien, entre deux biais, il fallait aller vite. Et donc, ils ont écumé tous les cirques et les jardins zoologiques du monde sans faire attention. Et ils ont pris des éléphants d'Afrique et des éléphants d'Asie. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a une grande variabilité dans les tailles? Mais bon sang, c'est bien sûr. C'est parce qu'en fait, la population n'est pas homogène. C'est pas comme les souris de laboratoire là où il n'y avait qu'une seule population. La vérité est qu'il y a deux populations d'éléphants. Et que ces deux populations se différencient entre elles par la taille. Partant, lorsqu'on considère qu'il n'y en a qu'une seule, en fait, on voit une variabilité énorme. Mais c'est une erreur. En fait, il y a deux populations qui ont chacune leur variabilité. Et j'ai réappuyé sur le bouton. On voit bien que chacune des deux populations a une distribution qui ressemble un petit peu à la distribution des souris, mais c'est deux distributions différentes, avec des tendances centrales différentes. Et les deux modes qu'on avait vu apparaître tout à l'heure, c'était en fait la tendance centrale, les performances globales de la distribution des éléphants d'Asie et celle de la distribution des éléphants d'Afrique. Donc, j'entends l'écho jusqu'ici à moi. Donc, ce que ceci veut dire, c'est qu'une grande variance peut être indiciaire d'une hétérogénéité du groupe. Une grande variance peut être indiciaire du fait que dans le groupe, il y a deux tendances centrales différentes, ou plusieurs tendances centrales différentes. On peut s'arrêter là. Et je vais quand même encore continuer un petit peu. On peut s'arrêter là, parce que vous avez compris le principe. En regardant la variabilité, on peut spéculer sur l'existence de différences de groupe quant à la moyenne. Et donc, en spéculant sur la variance, on va pouvoir tirer des conclusions à propos du fait que dans un groupe, il y a des sous-groupes ou qu'il n'y en a pas. Les sous-groupes étant différenciés entre eux quant à quoi? Quant à la moyenne. L'analyse de variance n'est rien d'autre que ça. Bon, alors maintenant pour la faire, il faut quand même un tout petit peu plus de réflexion, de raisonnement. Je passe à la dia 41, je ne sais plus du tout ce qu'il y a dessus. Non, je suis à la 42. Mesurons ensemble des animaux africains et des animaux asiatiques. J'appuie éléphant, j'appuie souris. J'appuie, je vois deux distributions, je réappuie, je vois à gauche une grande variance qui monte, à droite une petite variance qui monte. Je réappuie, je vois à gauche deux sous-groupes hétérogènes, à droite deux sous-groupes homogènes. Et la conclusion là tout en dessous. À gauche, la tendance centrale varie d'un sous-groupe à l'autre. À droite, la tendance centrale ne varie pas d'un sous-groupe à l'autre. Ben, voilà, cette dia numéro 42, elle ne dit rien d'autre que ce que je vous avais dit auparavant. Une grande variance est indiciaire de l'existence de sous-groupes différents quant à la moyenne. Je réappuie sur le bouton. Encore une autre fois. Encore une autre fois. Et là, vous voyez apparaître en ronde. Donc, l'étude de la variance permet de s'appuyer sur les différences de moyenne. C'est ce que je vous avais dit. Je réappuie sur le bouton. Et là, on va entrer dans une petite spéculation un petit peu amusante. Là, enfin, bon, vous allez dire que ça m'amuse que moi. Donc, j'ai l'espoir que ça vous amuse encore un peu quand même ici. Où en fait, on va tout doucement aller vers ce qui nous permettra de faire des calculs. Mais on ne va pas vraiment aller jusqu'au calcul. Je vais simplement vous faire entrer ça dans les neurones ce soir, de manière telle qu'on puisse repartir de là la fois prochaine. Alors voilà, regardez, je suis à la dia 43. À la dia 43, j'ai un axe. Cet axe représente une variable. Les valeurs que je prends en considération sur cette variable sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, oula, je suis plus compliqué. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 valeurs. Et en fait, ces 12 valeurs, chacune figurée par un petit trait vertical, elles appartiennent à des sous-groupes. On disait que c'était des résultats dictés dans la classe de M. Raoul, de Mme Janine et de Mademoiselle Sophie. Et, comme vous le voyez, ces trois groupes différents
Ils n'ont pas tout à fait la même tendance centrale. S'ils avaient la même tendance centrale, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait qu'on ne verrait rien grand-chose, parce qu'en fait, ils étaient tous les uns dans les autres. Là, je les ai pris de manière telle que, bon, ces trois groupes, ils aient des tendances centrales différentes. Alors, c'est ma situation de base, et je vais jouer avec cette situation pour réfléchir sur la manière dont on pourrait arriver à une quantification du principe de l'analyse de variance que l'on a identifié, à savoir jouer avec la variance pour dire des choses sur les différences de moyenne. J'appuie sur le bouton et il m'est dit là que ce que je viens de vous montrer, c'est un premier point de vue. Oui, c'est un premier point de vue sur cette douzaine de mesures. Ce premier point de vue, c'est le point de vue qui consiste à reconnaître que cet ensemble de 12 mesures, en fait, est partitionné en trois groupes. J'aurais pu dire je prends l'école, j'ai pas dit je prends l'école, j'ai dit je prends la classe de Madame Machin, Monsieur Bédule et Mademoiselle Truc. Hein? Donc c'est un premier point de vue. Je réappuie sur le bouton, les lettres disparaissent, je réappuie, il apparaît un truc qui dit un autre point de vue, je réappuie sur le bouton, là l'autre point de vue. Vous avez vu, les patatoïdes verts ont disparu, et je réappuie sur le bouton, apparaît maintenant un grand patatoïde rouge, ça c'est l'autre point de vue, tout à l'heure je prenais les classes, maintenant je prends les classes. Donc, à force d'un ou deux appuis, je vois apparaître quelque chose de nouveau, qui est deux points de vue à la fois, je réappuie, et là je vois les deux points de vue à la fois, c'est-à-dire que j'ai mes données individuelles sur l'axe. Le point de vue vert, c'est se rappeler que chaque donnée appartient à son ensemble, au point groupe 2, groupe 3, et le point de vue rouge, c'est oublier que chaque donnée appartient à son ensemble, très simplement prendre en considération que chaque donnée appartient à un groupe total. Déjà, je vous dis que ce que j'ai appelé tout à l'heure spéculation sur les variances, ça va partir de là. Soit je vais prendre un point de vue groupe total, soit je vais prendre un point de vue petit groupe isolé. J'appuie sur le bouton et à la dia 47 apparaît une question. Cette question est une question théorique. Elle est simple et vous seriez tout à fait capable de la traiter si je vous donnais des noms au lieu de petits traits. Cette question est quelle est la tendance centrale? Je suis au niveau des attributs. Maintenant, je la traduis en termes d'indices. Quelle est la moyenne? Voilà une question théorique. Quelle est la moyenne? J'appuie sur le bouton et je vois mon premier point de vue qui s'amène. Cette question, quelle est la moyenne? Je peux y répondre depuis mon premier point de vue. Si j'y réponds depuis mon premier point de vue, j'appuie sur le bouton. En fait, j'ai trois réponses. Puisqu'il y a trois groupes, il y a une moyenne par groupe. Et ces trois moyennes, ces trois réponses à la question quelle est la moyenne, vous les voyez figurées par des lignes verticales qui représentent chacune une moyenne du groupe. Moyenne du groupe 1, moyenne du groupe 2, moyenne du groupe 3. Je réappuie sur le bouton et je vois apparaître l'autre point de vue. Celui que j'appelais le point de vue rouge tout à l'heure, le point de vue du groupe. Ma question théorique est toujours quelle est la moyenne. Bien, si je prends ce point de vue-là, je réponds que la moyenne, c'est la valeur qui à la dia 51 apparaît. Cette ligne verticale, c'est quoi? C'est la moyenne du groupe total. Je réappuie sur le bouton et je vois apparaître dia 52 une nouvelle question. Une nouvelle question sur un attribut, la variabilité, la dispersion. Et cette nouvelle question théorique, je vais aussi y répondre. Mais vous avez bien compris que si je veux y répondre en utilisant la variance, vous vous rappelez que la variance, c'est quelque chose qui travaille avec les écarts et qui accroche les écarts à une borne là. Et cette espèce de borne, cette espèce de crochet auquel j'attache les écarts, vous vous rappelez que c'est une moyenne. Mais je viens de voir que la question « quelle est la moyenne ?» je peux y répondre du point de vue du groupe total ou du point de vue des sous-groupes. Je peux y répondre du point de vue rouge ou du point de vue vert.
Et selon que j'y réponds du point de vue rouge ou du point de vue vert, j'ai des moyennes différentes. J'en ai qu'une pour le point de vue rouge, le groupe total, j'en ai trois pour le point de vue vert, j'ai trois sous-groupes. Donc au moment où je vais me poser la deuxième question, quelle est la variabilité, si je la traduis en termes de variance, la réponse, elle va dépendre de ce que je prends comme moyenne. Si je prends la moyenne rouge ou les trois moyennes vertes. Vous commencez à comprendre ce que je suggérais en disant on va spéculer sur la variance. Vous comprenez qu'on va en fait calculer la variance de plusieurs manières différentes. Comment est-ce qu'on va faire varier ces manières de calculer la variance? En prenant des moyennes différentes, en prenant des points d'accroche différents, des bornes différentes. Soit la moyenne vue du point de vue du groupe total, soit la moyenne vue du point de vue des sous-groupes. J'appuie sur le bouton. Il y a 53 variances égales, somme des carrés, des écarts à la moyenne, rapportés à l'effectif, vous connaissez ça. Si j'applique la formule de la dia 53, en utilisant le point de vue de la dia 54, je suis à la dia 54, le point de vue du groupe total, alors je me donne dia 55 comme référence la moyenne du groupe total, M c'est la moyenne du groupe total, et comme donnée individuelle, chacune des valeurs. Et donc je vais calculer ma variance en faisant la somme des carrés des écarts des données à la moyenne du groupe total. Ok. Je passe à la dia 56. Je prends l'exemple d'une donnée, celle qui est le plus à gauche, et je représente graphiquement ce que c'est que calculer la variance dans ce cas-là. La donnée de gauche, là, vous voyez qu'il y a une ligne pointillée qui monte, je réappuie sur le bouton, vous voyez apparaître l'écart, ce fameux écart, qui va se faire mettre au carré. Là, c'est l'écart entre donc cette donnée et la moyenne du groupe total. Je suis dans le point de vue groupe total. Donc, quand je calcule ma variance, c'est des écarts comme ça que je calcule. Je réappuie sur le bouton, je vous en montre un autre. Vous voyez, c'est la troisième donnée à droite de la moyenne. Ben voilà un autre écart. Et donc, quand je calcule la variance somme des carrés des écarts, pour chaque donnée, je vais prendre un écart comme ça. Dia 60, je prends l'autre point de vue. L'autre point de vue, c'est le point de vue des groupes. Si je prends le point de vue des groupes pour calculer la variance, ma référence ne sera plus la moyenne rouge, là. Ça, c'était l'autre point de vue. Ma référence, ça va être les moyennes vertes, les moyennes des groupes. Je réappuie sur le bouton, j'ai ma formule de la variance qui réapparaît, mais vous voyez, je vais l'interpréter autrement, ma formule de la variance. Le M dans la formule de la variance, eh ben, je vais le faire varier. Quand la donnée xi appartiendra au premier groupe, le M, ce sera la moyenne du premier groupe. Quand la donnée xi appartiendra au deuxième groupe, le M, ce sera la moyenne du deuxième groupe, et même chose pour le troisième. J'illustre ça à la dia 62. Vous avez toujours les données avec leur appartenance groupale. Je prends celle qui est le plus à gauche, on voit qu'il y a une ligne pointillée là qui descend. J'appuie sur le bouton, une autre ligne pointillée, c'est la moyenne du groupe 1. Je réappuie sur le bouton, un écart apparaît. L'écart qui va caractériser cette donnée de l'extrême gauche, il est tout petit, puisque c'est l'écart entre cette donnée et la moyenne de son groupe AL. Je réappuie sur le bouton, j'ai une autre donnée du même groupe, son écart par rapport à la moyenne. Je réappuie sur le bouton. Ah, je vais chercher une donnée du groupe 2. Je réappuie sur le bouton, je vois la moyenne du groupe 2 et je vois l'écart entre sa moyenne et cette donnée. Je réappuie sur le bouton, je suis dans le groupe 3, encore une fois. Et à la fin des appuis sur le bouton, quand j'ai tout appuyé à 73, je vois qu'en fait les écarts vont toujours se calculer à l'intérieur des groupes. Toujours par rapport à la moyenne du groupe où la donnée se trouve. Et donc vous voyez bien que ma formule de la variance, somme des carrés des écarts entre données et moyennes, je peux lui donner un certain sens ou un autre. Un certain sens, si je dis M, c'est une seule moyenne, celle de tout le groupe. Ou bien si je dis M, ça dépend. Ça sera la moyenne du groupe dans lequel est la donnée. Je peux lui donner deux sens différents à ma formule. C'est ça que j'anticipais en vous disant je vais spéculer sur la variance.
Voilà une première manière de calculer la variance et une deuxième manière de calculer la variance. Donc retenons, en fonction de l'interprétation que je fais, plus exactement en fonction du point de vue que j'adopte, je peux calculer la variance de deux manières différentes. Je vais donc avoir deux estimations de variance. Si j'ai deux estimations de variance, il y a évidemment une question qui inexorablement va arriver, qui va être, est-ce que ces deux estimations de variance, c'est la même chose ou pas? Eh bien, en fonction du fait que la réponse sera oui, c'est la même chose, ces deux estimations de variance, ou bien non, c'est pas la même chose, ces deux estimations de variance, en fonction du fait que la réponse sera oui ou non, je pourrais en inférer que il y a ou il n'y a pas des différences de moyenne. C'est là-dessus qu'on va jouer. C'est sur les différences existantes entre les estimations de variance. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vous l'avez probablement déjà un peu flairé. Je vous ai dit que dans l'exemple que j'avais pris, j'avais mis mes groupes de manière telle qu'il y ait des différences de moyenne entre eux. Donc, dans l'exemple que j'ai pris, il y a des différences de moyenne. Et qu'est-ce qu'on a observé en calculant la variance d'une manière ou d'une autre? Regardez, je suis toujours sur la ligne 73. Ce qu'on voit quand on calcule la variance en prenant le point de vue des sous-groupes, c'est que les écarts sont petits. Donc ces écarts, quand je vais les mettre chacun au carré, que je vais en faire la somme et que je vais rapporter à l'effectif, ça va me donner une variance petite. Maintenant, je remonte à la dia numéro 59. À la dia numéro 59, c'était le point de vue groupe total, le point de vue rouge. Qu'est-ce qu'on voyait là? On voyait que les écarts ils étaient grands. Et donc, quand je vais calculer le carré de chaque écart et que je vais faire la somme et rapporter à l'effectif, ça va me donner une variance grande. Eh bien, vous voyez, ici, dans cette situation particulière, où j'ai créé des groupes différents les uns des autres par la moyenne, si je calcule la variance de la première manière, j'ai un nombre qui est grand. Si je calcule la variance de la deuxième manière, j'ai un nombre qui est petit. Cette différence, grande variance, petite variance, en fonction du point de vue que je prends, est indicative du fait qu'il y a des différences. La fois prochaine, ce qu'on va faire, c'est prendre les trois groupes et les faire bouger sur l'axe. Alors, essayez d'imaginer ce qui va se passer. Je prends les deux groupes extrêmes et je les rapproche du groupe du milieu. Et je les mets tous les trois les uns sur les autres. Qu'est-ce qui se passe si je calcule la variance de la manière numéro 1 et de la manière numéro 2? Et puis ces trois groupes, je les prends et je les écarte encore beaucoup plus fort les uns des autres. Qu'est-ce qui va se passer en termes de différence entre la variance du premier point de vue et du deuxième point de vue? Bon, je vais répondre à la question tout de suite. Si c'est encore plus écarté, la différence entre la première estimation de variance et la deuxième va être encore plus forte. Par contre, si je ramène les groupes les uns sur les autres, ce qui va se passer, c'est que les moyennes des trois groupes, elles vont devenir une seule moyenne, qui sera aussi la moyenne du groupe total. Partant, que je calcule la variance d'une manière ou de l'autre manière, ça ne va rien changer, et mes deux estimations de variance vont être égales. Si mes deux estimations de variance sont égales, c'est que, et il n'y a pas de différence de moyenne entre les groupes. Si mes deux estimations de variance sont différentes, c'est qu'il y a des différences de moyenne entre les groupes. Ça, c'est le principe, mais c'est une explication très simplifiée que je viens de vous donner. Il y a quelques difficultés qu'on va devoir surmonter pour vraiment arriver à l'analyse de variance, mais le principe est là. On définit la variance de plusieurs manières différentes, on compare ce qu'on obtient comme résultat, et en fonction de ça, on va inférer des différences de moyenne. Je ne vous en dis pas plus à ce stade, vous êtes déjà bien programmé, il va suffire de déclencher l'ordinateur la fois prochaine, et ça va aller tout seul. Mais si vous avez des questions, j'y réponds évidemment. Bon, question? Pas de question, Mélanie? Charles Leroy, question?
Bon, et bien alors, grand merci à Mélanie et merci à tous de votre attention.